puisque nos deux sociétés, Ondalis et Sartorius, collaborent. Voilà. Sandra, peux-tu passer à la slide suivante? Merci. Donc, nos deux intervenantes, Maïna Carbra, donc de la société Sartorius, qui est data scientist, qui travaille chez Sartorius depuis 1 an, où elle a le rôle d'être support aux scientifiques et formation au logiciel Humetrix, et qui a une formation donc, de data scientist au master OPEX, et puis une dizaine d'années de consultance derrière elle. Et puis Sandra Aubert, donc data scientist chez Ondalis, qui est responsable formation aussi chez Ondalis et qui est dans la société depuis 7 ans, après avoir fait plus d'une dizaine d'années dans diverses entreprises pour faire de l'analyse de données spectroscopiques. Donc, tout d'abord, les consignes pour ce webinaire. Donc, il est enregistré. Vous avez dû avoir un petit pop-up sur vos écrans. Donc, merci d'éteindre donc vos caméras si vous ne souhaitez pas être vus. Et puis, tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la messagerie, dans le chat du webinaire, et on va les recenser et puis les poser en toute fin du webinaire. Donc, je laisse Sandra commencer cette première partie de webinaire. Merci à tous. Merci Sylvie. Donc, merci à tous pour votre participation à ce webinaire, donc, qui va se définir en 2 parties. Donc, la première partie sera consacrée à la présentation des sociétés Ondalis et Sartorius Data Analytics. Ensuite, je vous ferai une présentation de l'analyse de données multivariées et une démonstration, donc un cas de figure, sur de la modélisation de cultures cellulaires. Pour la deuxième partie, Maïna vous présentera les nouveautés de Simca version 17. Elle réalisera une démonstration sur des données Raman Biopath SpectroAmber. Et à la fin donc, de cette session, nous répondrons à vos questions. Donc, comme vous l'a indiqué Sylvie, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, au niveau des sociétés Ondalis et Sartorius, donc la société Ondalis est une société de services basée à Montpellier. Nous sommes spécialisés dans l'analyse de données multivariées, donc le machine learning. Nous avons donc différents types d'activités, différentes applications. Nos clients sont principalement aujourd'hui des industriels, des industries pharmaceutiques, des biotechnologies, également donc, des clients qui viennent de la chimie, mais aussi de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de tout ce qui est équipement optique. Notre cœur de métier est la prestation, donc nous travaillons essentiellement sur le data mining, tout ce qui est calibration spectroscopique. Nous avons également donc une expertise dans la supervision de process et les plans d'expérience. Donc, en parallèle de la prestation, nous réalisons également des formations. Donc, des formations à la fois pour les débutants, mais aussi des formations avancées. Donc, ces formations permettent de travailler sur différentes thématiques. Dans le cadre de ces formations, nous pouvons travailler sur différentes applications, que ce soit donc la modélisation prédictive, la conformité de produits, tout ce qui est identification et optimisation d'acquisition. Et on a également des fonds d'expertise en tout ce qui est effectivement supervision de process et via le PAT. Donc, nous proposons des formations en inter et intra-entreprise. On fait également de la formation en monde. Et dans le cadre de cette activité de formation, nous sommes en partenariat avec la société Sartorius. Donc, nous sommes certifiés formateurs Sartorius sur donc, différentes thématiques que sont l'analyse de données multivariées, les plans d'expérience et tout ce qui est batch modeling. Donc, Maïna, je te laisse présenter. Merci Sandra. Merci Sandra et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la société Sartorius. Donc, je suis Sartorius Data Analytics. Nos produits et services sont conçus
pour aider à répondre aux besoins de l'industrie des sciences de la vie, tels que réduire les délais de mise sur le marché, minimiser les coûts de process développement et de fabrication, et afin de préserver donc les exigences de qualité des produits. Yometrix, en tant que marque, représente la référence en matière d'analyse de bioprocédés depuis plus de 30 ans, et cette identité a été renforcée avec l'appui de Sartorius il y a quelques années. Et Yometrix Suite est déployé dans le monde entier, et il existe des équipes de data scientists dans chaque région pour aider au support de tous les clients. Slide suivante, s'il te plaît, Sandra. Merci. Et donc, la suite de logiciels Yometrix peut et est utilisée tout au long du cycle de vie du produit, de la recherche au développement jusqu'à la production commerciale. Donc, si vous regardez en partant de la gauche, donc on a notre logiciel conçu pour générer et analyser des plans d'expérience, qui est utilisé du coup plutôt du early au stage au late stage développement des procédés et jusqu'à l'échelle pilote. Donc, Modé va plutôt consister à générer des nouvelles données, puisqu'on va générer des plans d'expérience. Et Simca, donc, est notre outil pour faire l'analyse de données multivariées, et ça sera le focus de ce jour. Simca est utilisé quasiment tout au long du cycle de vie du produit, du développement pour la production commerciale. Et contrairement à Modé, donc Simca se sert de vos données historiques pour construire des modèles. Et ces modèles peuvent ensuite être intégrés à Simca Online pour du contrôle en temps réel. Donc Simca Online est un produit qui est utilisé donc plutôt en production pilote jusqu'à la production commerciale. C'est un produit qui permet de superviser la production en temps réel, et vous allez pouvoir du coup prendre des décisions si jamais un batch dévie de sa qualité finale, et pouvoir mettre en place des actions correctives en temps réel. Et attaché à ces deux logiciels-là, il y a le contrôle advisor et l'active dashboard, qui sont des compléments pour avoir des dashboards de vos lignes de production, par exemple, en temps réel. Nous faisons aussi de l'accompagnement et du support sur tous les projets, et de la formation donc, sur les logiciels que j'ai cités, et également les méthodes statistiques qui sont implémentées dans ces logiciels. Merci, Voilà. Maïna. Merci. Donc, à partir de maintenant, je vais vous parler de l'analyse de données multivariées, qui est vraiment la thématique du jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on a été amené à travailler avec l'analyse de données multivariées? C'est que ce sont des outils qui sont extrêmement efficaces pour bien comprendre vos données. On peut être amené effectivement à avoir une accumulation de données, alors avec des bases qui peuvent être plus ou moins complexes, c'est-à-dire beaucoup d'échantillons et beaucoup de paramètres associés. Donc, le fait de travailler avec le multivarié, ça va vous permettre en fait d'extraire l'information de ces bases de données. Et grâce à cette information, on va avoir une meilleure connaissance de ces données, et ça va pouvoir vous aider à prendre des décisions et à mener des actions en fonction des résultats obtenus. Donc, le multivarié est vraiment un outil pour exploiter au mieux des données qui sont complexes. Donc, ici, on a un exemple d'un procédé où, effectivement, au niveau de la production, on suit deux critères. Donc, on parle de la variable 1, de la variable 2, ça peut être deux paramètres procédés. Donc, le fait qu'on ait des cartes de contrôle, ça veut dire qu'ici, on travaille plutôt en univarié. On va suivre le paramètre de façon indépendante, et on va s'assurer qu'effectivement, chaque fois qu'on mesure le produit final, le batch, on va s'assurer effectivement qu'il soit dans les spécifications. Donc, le fait de travailler en univarié, le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte toute l'information qui est mise à notre disposition. Donc, on peut très bien imaginer prendre en compte l'information qui vient du paramètre 1 et du paramètre 2 et construire ce qu'on appelle un modèle multivarié, donc qui est sur votre droite. Donc, le fait de travailler sur un modèle multivarié, l'avantage, c'est qu'on va prendre en compte toute l'information, et on se rend compte que deux batchs, deux échantillons sont en dehors des spécifications. Donc, le multivarié, la puissance, c'est de pouvoir ici détecter des lots qui sont défectueux, alors qu'en univarié, on n'aurait pas pu les détecter.
Donc, parmi les méthodes qu'il existe au niveau de l'analyse multivariée, je vais vous parler un peu plus précisément d'une technique qu'on appelle l'analyse en composantes principales. Donc, c'est cette méthode que je vais utiliser pour vous faire la démonstration sur les données. Donc, qu'est-ce que l'analyse en composantes principales? En fait, c'est une méthode exploratoire qui est très utilisée quand on veut faire de la modélisation. Donc, c'est l'étape en amont, avant même de lancer les calculs de modélisation, que ce soit sur du quantitatif ou sur du qualitatif. Alors, pourquoi est-ce que c'est une étape qui est très importante? Parce que l'ACP, en fait, c'est une méthode qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de vos échantillons. Donc, l'avantage, c'est que vous allez partir d'un espace qui est complexe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un espace complexe? C'est souvent un espace où on va se retrouver avec beaucoup de variables. Donc, ce qu'on va appeler plus particulièrement les variables prédictives, c'est-à-dire les différents paramètres qui qualifient votre échantillon. Et l'idée de la CP, c'est de passer d'un espace qui est très compliqué à un espace simplifié. Donc, on va avoir une notion de réduction des dimensions. Donc, l'idée, c'est de passer d'un espace où il y a beaucoup de variables à un espace avec moins de variables. On va passer dans un espace des composantes principales. Donc, l'avantage de l'ACP, c'est que c'est un moyen très efficace pour cartographier vos échantillons. C'est un outil qui est très utile pour déterminer est-ce que j'ai des groupes ou des tendances au niveau des données, de détecter aussi ce qu'on va appeler les échantillons atypiques, voire aberrants. Et surtout, même si à un moment donné, on a une réduction de l'espace initial, on ne perd jamais l'information des variables de départ. Donc, c'est également un très bon outil pour comprendre les correspondances entre les échantillons et les variables. Donc, voilà, donc ça peut être un des outils que vous pouvez utiliser en multivarié. Donc, pour mettre en pratique cette technique, on a un exemple ici où effectivement, on a importé une base de données. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on a un certain nombre d'échantillons avec pas mal de variables. Donc, les types de données, vous n'êtes pas limité ni par le type ni par la taille. Donc, ça peut être des données qui viennent à la fois de la production, ça peut être des données qualité, des données spectroscopiques, car l'analyse multivariée est très, très utilisée en spectroscopie. Et donc, si je prends ce cas précis, effectivement, on a un tableau, si on le regarde tel quel, c'est assez difficile de voir des tendances ou de tirer des conclusions sur les résultats qui sont à notre disposition. Donc, le multivarié, ici, on va appliquer justement une analyse en composantes principales, c'est-à-dire qu'on va simplifier l'espace, là où j'avais un certain nombre de colonnes. Je vais simplifier cet espace via l'espace des composantes principales. Et en fait, chaque échantillon ici va devenir un point. Donc, on se rend bien compte qu'il est plus facile d'exploiter les données dans l'espace qui est sur la droite que dans l'espace qui est sur la gauche. Donc, dans le cas présent, on pourrait très bien dire, effectivement, déjà sur cette base, on a deux groupes qui apparaissent. Donc, il faut garder en tête que le multivarié est un très bon outil pour exploiter au mieux vos données. Donc, pour réaliser la démonstration, je vais travailler donc, sur des données de culture cellulaire. Donc, au niveau du contexte, donc des mesures ont été réalisées sur des métabolites et ces mesures ont été faites une fois par jour à partir d'un système Amber sur plusieurs batchs d'un process de culture biologique. Donc, la base de données, elle comprend à la fois des conditions du procédé, des performances cellulaires et des concentrations des éléments nutritifs. Donc, dans le cadre de cette démonstration, je travaillerai uniquement sur les conditions procédées. En parallèle, on a eu une information complémentaire qui était l'échelle, dans quel environnement a été réalisée la mesure. Donc, on a trois types d'environnements, ce qu'on va appeler l'environnement micro, micro plus et pilote. Donc, pour récapituler, la base de données est constituée de 63 batchs. On a 11 variables prédictives pour les conditions initiales. Ça veut dire que 11 paramètres ont été mesurés pour chacun des échantillons. Donc, l'objectif de cette étude, c'était dans un premier temps de s'assurer que les conditions sont cohérentes pour l'ensemble des batchs.
est-ce qu'on peut noter des batchs atypiques et est-ce que les conditions d'environnement, de production de départ impactent les mesures? Donc, on va passer sur les données. Alors, donc ici, on retrouve, donc on retrouve ici le fichier Excel de départ. Donc, les données ont été mesurées, mises dans un fichier Excel. Donc, vous avez les échantillons qui correspondent aux différents batchs. Ce qui est très important, c'est d'avoir associé ensuite à chaque échantillon à quel environnement appartenait le batch. Parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand vous faites de l'analyse de données, au-delà de mesurer des paramètres qui vont qualifier vos échantillons, c'est très important de penser à associer toutes les informations qui peuvent être importantes pour la modélisation et effectivement intégrer tous les critères qui pourraient impacter la mesure. Donc voilà au niveau de... Donc c'est vrai que sur un fichier tel quel, c'est assez difficile de pouvoir comme ça voir si tous les batchs sont conformes, est-ce qu'on a une base homogène, est-ce que des batchs semblent différents d'autres. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un outil, un logiciel spécialisé dans l'analyse multivariée. Et donc je vais vous faire cette démonstration sur le logiciel Simca. Donc, au niveau du logiciel Simca, ici, on retrouve la base de données. Donc, vous retrouvez l'échantillon, les échantillons. Ce qui est très bien fait au niveau du logiciel, c'est que toutes les informations complémentaires vont être indiquées comme étant appartenant à une classe. Donc, vous pouvez mettre autant d'informations que vous le souhaitez. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Et ensuite, on va retrouver les différents critères qui vont qualifier notre échantillon. Donc, si jamais une donnée est manquante, le logiciel Simca vous l'indique par une cellule qui est coloriée en orange. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si sur une variable donnée, vous avez trop de données manquantes, cette variable ne sera pas intégrée au calcul. Donc voilà, donc il faut quand même avoir un certain nombre de valeurs sur le paramètre en question. Donc, afin de faciliter l'exploitation de ces données et voir si on voit des tendances, des regroupements ou des échantillons atypiques, on va réaliser une ACP. Donc, comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est vraiment une étape préalable à la modélisation. Donc, dans le logiciel Simca, vous avez un bouton qui s'appelle New Model, qui va vous permettre de lancer cette modélisation. Donc, l'avantage ici, c'est que vous avez un workflow qui va vraiment vous permettre de suivre les différentes étapes avant de finaliser le calcul. Donc, on choisit le type de modèle sur lequel on veut travailler. Donc, on va choisir une ACP. On fait suivant. Donc, sur cette partie variable, c'est vraiment tous les paramètres qui vont servir à caractériser nos échantillons. Si jamais vous souhaitez enlever un des critères, l'outil vous permet d'exclure une ligne. Donc, à ce moment-là, le critère devient grisé. Il n'est pas inclus dans les calculs, mais par contre, vous ne l'avez pas supprimé de la base de données. Il est toujours présent. Donc là, par exemple, je peux le réinclure. On fait suivant. Donc là, on va retrouver l'ensemble des échantillons. Donc, comme pour les variables, on peut inclure et exclure et inclure, pardon. Donc, on retrouve nos différents batchs, nos 63 batchs, pour lesquels l'environnement a été déterminé. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une information complémentaire qui ne va pas participer au calcul, mais qui va être utile pour tirer des conclusions. Donc, on arrive à la fin, où là, effectivement, on retrouve la synthèse de mon ACP. Donc, effectivement, j'ai 63 observations, c'est-à-dire 63 batchs, et j'ai bien mes 11 paramètres. Donc, je peux faire Finish. Donc là, au niveau du Project Window, on a créé un modèle, donc un modèle ACP. Alors, le 2 signifie qu'en fait, on est passé d'un espace à 11 variables à un espace à 2 composantes. Donc, les composantes, c'est une combinaison linéaire de vos variables de départ. Donc, pour maintenant visualiser nos données, le premier outil à regarder, c'est ce qu'on va appeler les scores. Donc,
ici, vous avez un outil, donc score. Donc, on voit effectivement qu'au niveau de Simca, par défaut, il a colorié les points en fonction, ici sur votre droite, de l'appartenance à un environnement. Donc, on voit effectivement qu'au niveau notamment de l'environnement micro, une des premières conclusions, c'est de se dire qu'effectivement, on a deux groupes qui sont bien distincts. Deuxième remarque, au niveau de l'environnement pilote, ici, un échantillon semble en tout cas différent des autres batchs qui ont été mesurés dans le cadre du pilote. Donc, au-delà de ces scores, ce qui peut être intéressant de regarder, c'est deux limites qui sont de très beaux indicateurs de la qualité des échantillons. C'est d'abord le levier de Hotelling. Donc, le levier de Hotelling, en fait, il va vous indiquer comment mon échantillon est positionné par rapport au centre de ma population. Donc, si un échantillon sort des limites, donc là, on est à une limite à 2 écarts-types ou 3 écarts-types. Quand un échantillon sort des limites, à ce moment-là, ça signifie que cet échantillon est éloigné du centre de la population. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il est éloigné de la moyenne des échantillons. Donc, là, sur les données, on se rend compte que le batch numéro 13 a un T2 en dehors des spécifications au niveau du levier de Hotelling. Les autres semblent effectivement plus conformes. En parallèle du levier, on va aussi regarder une autre limite qui est la limite d'Emodix. Donc le d'Emodix, c'est plutôt est-ce que l'espace que j'ai défini, c'est-à-dire ici, vous vous souvenez, on avait au départ 11 paramètres, on passe à 2 composantes. Donc est-ce que l'espace défini par les composantes permet de bien expliquer, modéliser mes échantillons? Donc là, effectivement, on voit que 3 échantillons sont en dehors des spécifications. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand vous avez ces critères-là, pour avoir une bonne pertinence sur les conclusions, c'est qu'il faut absolument regarder ces deux limites en même temps. Donc, on regarde toujours le T2 et le Demodix en même temps. Et si effectivement sur le T2 et le Demodix, un échantillon est en dehors des spécifications, on peut imaginer que cet échantillon est atypique, voire aberrant. Donc effectivement, là, c'est le cas de l'échantillon 13, parce que lui, il est en dehors des spécifs au niveau de Demodix, mais aussi du T2 de Hotelling. Donc voilà un petit peu sur les critères qui peuvent être importants pour l'ACP. Donc, si on veut aller un peu plus loin, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de se dire, je peux très bien réaliser une ACP cette fois que sur les batchs qui ont été analysés au niveau du pilote. Et pour ça, dans Simca, donc, ce qui est très bien fait, c'est que vous pouvez sélectionner votre classe. Donc là, tous vos échantillons de la classe sont sélectionnés. On fait Include. Et le fait d'avoir fait Include, ici, au niveau du project, un modèle est lancé, donc on se rend bien compte qu'au lieu d'avoir 63 échantillons, on n'en a plus que 14. On peut aussi, de la même façon, visualiser les scores. Et donc voilà, on a réalisé une ACP vraiment que sur les échantillons du pilote. Donc cette fois, on se rend compte qu'éventuellement, il y a 2 batchs qui semblent éloignés du reste de la population. C'est le batch 13 et le batch 14. Donc, ce que je vous avais dit au départ en vous expliquant l'ACP, c'est que l'idée, c'est de ne pas perdre l'information initiale, à savoir comment les variables de départ permettent d'expliquer ces phénomènes. Donc là, en cliquant sur batch 13, en double-cliquant, pardon, on va venir ici sur un graphique qui va vous indiquer finalement comment les variables initiales impactent votre échantillon. Et là, on se rend compte que pour le batch 13, on a des teneurs en pH et en potassium qui semblent un peu en dehors des spécifications par rapport aux autres échantillons. Donc, c'est ces 2 paramètres-là qui font finalement que mon échantillon batch 13 est en dehors éloigné des autres batchs de la gamme pilote. Donc, de la même façon, si je reviens sur les scores, je peux double-cliquer sur batch 14.
Et là, pour le batch 14, je me rends compte que au niveau des paramètres initiaux, on a aussi le potassium, on a également le pH, mais on a aussi le glucose. Donc voilà pour une ACP. Donc pour récapituler, l'idée de l'analyse multivariée, c'est de se dire, au départ, j'avais une base qui était quand même assez complexe, où j'avais effectivement beaucoup d'échantillons, beaucoup de variables, beaucoup d'informations. Donc, si je travaille en univarié, c'est très difficile de pouvoir tirer des conclusions fiables. Donc, l'avantage du multivarié, c'est d'utiliser vraiment des algorithmes qui vont vous permettre d'extraire toute l'information pertinente et de surtout simplifier la représentation des données. Donc, voilà pour cette démonstration. Et je laisse Maïna prendre la main pour la suite. Merci Sandra. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et puis nous allons les rassembler et nous les poserons toutes à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Merci Sandra. Donc, je vais passer, je pense que tout est bien partagé. Je vais passer à la partie 2, donc, qui va concerner les nouveautés de Simca 17. Donc, les nouveautés vont être focusées sur la partie spectroscopie. Je vous ferai une démonstration donc, basée sur des données Raman issues du Biopath Spectro Amber. Et on finira ce webinaire par une session de questions-réponses. Donc, concernant les nouveautés de Simca 17, donc on a un nouveau projet qui est intégré à cette dernière version, qui est spécifique à l'analyse de données spectroscopiques. Et dans cette analyse de données spectroscopiques, il y a 2 assistants qui ont été développés. Donc le premier concerne les pré-traitements spectraux. Donc ici, vous avez un large choix de pré-traitements spectraux qui sont disponibles. Concernant des méthodes de lissage, des méthodes de correction de ligne de base, des méthodes de normalisation et d'autres pré-traitements un peu plus spécifiques. Vous pouvez visualiser le résultat de votre pré-traitement grâce à cette fonctionnalité de visualisation. Vous pouvez également intégrer des pré-traitements qui seraient codés en Python et vous voyez qu'ici, par exemple, il y a deux pré-traitements qui ont été intégrés à cette librairie. Et tous ces pré-traitements sont donc automatiquement appliqués lorsque vous faites de la prédiction, par exemple. Vous pouvez également donc, utiliser un pré-traitement ou alors enchaîner les pré-traitements, plusieurs, comme ici, dans cet exemple, il y a 2 pré-traitements qui ont été appliqués l'un à la suite de l'autre. Un autre assistant qui est peut-être ici le plus important, il s'appelle donc Calibration Wizard. C'est un assistant qui permet de créer des modèles de calibration multivariés, donc un ou plusieurs dépendant des filtres, enfin des pré-traitements qui sont disponibles dans la librairie de Simca. Et on va associer donc des spectres à une réponse Y. Donc vous voyez ici, il y a une liste de 5, par exemple, 5 modèles qui ont été générés. Et à côté de ça, donc on a un module de comparaison de ces différents modèles qui sont basés sur les qualités prédictives du modèle et différents paramètres comme le Q2, la RMSECV, etc. Et donc, ce module, c'est vraiment un gain de temps dans la génération des modèles, parce que ça peut prendre énormément de temps. Et donc, on va voir lors de la démonstration, justement, comment utiliser ce module. Donc, je vais passer à l'étape de démonstration, mais d'abord, je vais vous présenter un peu les données. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une calibration multivariée pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers des données spectroscopiques. Donc, c'est souvent appliqué quand vous avez des données spectroscopiques, telles que le Raman, le proche infrarouge, par exemple, qui sont les plus communs. Et vous voulez relier donc, ces informations spectroscopiques à des propriétés mesurées de votre échantillon, de votre bioréacteur, par exemple. Et ces mesures sont rapides, non destructives, et vous avez du coup une bonne estimation des propriétés chimiques ou biologiques qu'il peut y avoir dans votre échantillon.
Et l'idée, c'est de remplacer donc, ces méthodes rapides, donc de remplacer plutôt les méthodes de référence qui sont du coup des méthodes qui sont souvent longues. On peut avoir plusieurs jours pour avoir un résultat, très coûteux, et évidemment, l'échantillon est détruit par la suite. Ce qu'il faut donc pour une calibration multivariée, c'est 2 jeux de données. Un jeu de données qu'on dit d'étalonnage ou de calibration, qui va vous servir à créer votre modèle de calibration multivariée, et un autre jeu de données dit d'entraînement, qui va vous permettre de challenger votre modèle dans des conditions réelles. Pour chaque spectre et donc chaque jeu de données, il vous faudra des valeurs de référence, des propriétés d'intérêt que vous souhaitez suivre. Donc, dans mon jeu de données, c'est des spectres qui sont issus d'un biopath spectro Amber. Donc ici, vous avez une présentation de ce qu'est le système. Donc des Amber, en fait, ce sont des mini bioréacteurs qui vont mimer des grands bioréacteurs. Donc il y a 2 échelles différentes ici qui sont représentées, 15 millilitres et 250 millilitres. Donc par exemple, associés, les bioréacteurs sont en parallèle, on peut en avoir plusieurs en parallèle, et associé à chaque, un Amber, il y a donc un spectro, donc un biopath spectro, dans lequel il y a une sonde Raman, et chaque échantillon donc prélevé dans chaque bioréacteur va passer devant la sonde, et il y aura une mesure du coup de l'échantillon direct, en fait, directement. Et tout ce système, en fait, est totalement connecté, et également, en fait, aussi connecté à Simca directement. Donc, ça conduit à des modèles qui sont très robustes et qui peuvent être appliqués dans le développement de vos procédés, donc à haut débit, puisque c'est des systèmes qui vont très vite. Les données que j'ai à disposition, donc, ce sont des données spectrales à Raman. J'ai 354 spectres dans mon échantillon, dans mon jeu de données. Les mesures de Raman donc, sont de 100 à 3425 cm-1. Vous avez une représentation ici de tous mes échantillons. Et à chaque spectre est associé des concentrations de référence des métabolites contenues dans le bioréacteur, donc comme le glucose, le lactate, le glutamate et l'ammonium, etc. L'idée donc, de cette démonstration, ça va être de vous montrer comment créer un projet lié à la spectroscopie dans Simca, comment importer les données, parce que c'est un peu spécifique par rapport à des données classiques, comment les mettre en forme, au format Simca. Je vais aussi analyser les données brutes, et grâce au module du Calibration Wizard, je vais pouvoir appliquer différents pré-traitements à ces données Raman et créer des modèles de calibration et pouvoir évaluer la performance des modèles et les comparer entre eux. Donc, je vais passer dans Simca pour vous faire la démonstration. Donc, je suis dans Simca 17, donc la dernière version. Donc, quand j'ouvre Simca, j'ai le choix entre 3 différents types de projets. Selon le type de données que vous souhaitez analyser, le Regular Project, c'est celui qui a utilisé Sandra. Donc, ça va être des données qui seront, on va dire, classiques, assez standards, avec un ou plusieurs jeux de données d'ailleurs. Vous allez pouvoir faire de l'ACP, donc explorer votre base de données, rechercher s'il y a des liens entre vos échantillons, s'il y a des groupes, pouvoir aussi faire des modèles de prédiction. Donc voilà, on va dire un type de projet qui est assez classique. Un autre type de projet, c'est le batch project. Donc, c'est plutôt quand vous avez des données dites en batch. C'est-à-dire que pour un batch, vous suivez plusieurs paramètres au cours du temps, et vous avez donc, par exemple, une mesure d'un batch tous les jours pendant 15 jours. Donc, c'est ça qu'on appelle des données en batch, et on va pouvoir donc suivre l'évolution temporelle des batchs. Donc, ici, par exemple, vous avez une ligne est égale à un batch. Et voir s'il y a des batchs qui dévient au cours du temps, pour quelles raisons ils dévient, etc. Et vous pouvez aussi faire de la comparaison batch à batch grâce à ce type de représentation. Et nous, l'objet de ces nouveautés Simca, donc c'est le Spectroscopy Project, où voilà, vous allez pouvoir faire nos modèles de calibration multivariée. Donc pour ça, je crée mon modèle. Et la première étape, c'est l'import des données. Je vais vous montrer comment on fait, parce qu'elle est un peu spécifique, puisqu'on a des données spectrales. Donc là, j'ai importé un fichier Excel où je vais vous montrer comment il est, parce que la représentation du fichier Excel est exactement la même dans Simca.
Donc, j'ai des identifiants uniques pour chaque ligne. Donc, une ligne correspond à un spectre. Donc, Simca reconnaît automatiquement ce primary ID. J'ai également une variable ici date. Donc, je vais changer le format parce que le format n'est pas bon ici. Donc, je vais le définir comme étant date et je vais changer en inversant du coup les mois et les jours pour correspondre au format qui est affiché ici. Et je vais changer ici en heure pour avoir une visualisation un peu plus sympathique dans nos flux graphiques. J'ai également des variables, ici j'en ai une variable descriptive qui correspond au numéro de bioréacteur. Donc ça pourrait nous servir par exemple pour visualiser les données de manière différente quand on fait des méthodes multivariées. Donc je vais la définir en tant que secondary ID. Ensuite, j'ai la liste de mes variables qui sont dites réponses, celles que je veux modéliser grâce à mes variables spectrales. Donc, je les définis en tant que Y, ce sont mes réponses. Et ensuite, là, j'ai la liste de toutes mes variables spectrales Raman. Donc, une longue, très, très longue liste. Vous voyez ici que j'ai un message erreur en bas qui me dit que je n'ai pas défini de variable spectrale. Donc, je vais le faire tout de suite parce que là, on est dans le cadre de données spectroscopiques. Donc, pour ça, je vais sélectionner ma première ligne ici et je vais la définir en tant que Raman Shift, comme ça permet de faciliter aussi la visualisation des spectres dans le logiciel Simca. Là, j'ai l'erreur c'est supprimée, mais j'ai un warning qui me dit que de splitter mon jeu de données en deux. Donc, c'est ce que je fais. Donc, je vais d'un côté garder mes réponses. Ici, donc dans ce jeu de données, vous voyez que mes variables spectrales sont grisées, donc elles ne seront pas dans ce jeu de données. Et ensuite, j'ai mes variables dans l'autre jeu de données. J'ai mes variables qui sont mes données à Raman. Et voilà, donc j'ai plus de warning ici, donc je peux importer mon fichier de données. Donc j'ai transformé, en fait, je l'ai mis en tout cas au format Simca. Voilà, donc là j'ai bien mes deux jeux de données, mes réponses et mes données Raman à disposition. La première chose que je fais, c'est que je vais utiliser ce module ici pour visualiser mes spectres bruts, puisque ce qu'on fait principalement, enfin, au départ, en fait, c'est de regarder l'allure des spectres non transformés pour voir si j'ai des spectres un peu trop bruités, si j'ai des spectres qui peuvent être atypiques. Et c'est le cas ici, vous voyez qu'il y a une liste, il y a un groupe ici de spectres qui semble être plutôt atypique comparé aux autres, parce qu'il n'y a pas de bande CH ici dans cette partie-là du spectre. Le spectre, enfin, tous les spectres ont été coloriés par rapport à la date pour voir s'il y aurait une évolution temporelle aussi des spectres, une dégradation par exemple des spectres au cours du temps. Il semble y avoir quand même quelque chose de ce côté-là, mais évidemment, on pourra aller l'explorer un peu plus tard. Je peux aussi colorier par rapport à mes réponses. Donc, par exemple, je vais focuser en fait cette démonstration sur la prédiction du glucose. Donc, je peux colorier par rapport au glucose pour voir si j'aurais des zones spectrales qui seraient d'intérêt par rapport à ma variable glucose. Ce n'est pas forcément le cas ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de zones spectrales spécifiques. Donc, on va potentiellement, dans un premier temps, en tout cas dans mes premiers modèles, je vais utiliser l'intégralité du domaine spectral. Donc voilà, oui aussi, bien sûr, c'est interactif. Donc, dès que je passe ma souris sur un des spectres, je vois le Raman Shift, évidemment l'ID du spectre, la valeur ici en glucose, par exemple. Donc, c'est intéressant d'aller... il y a quand même pas mal de spectres, donc peut-être un peu difficile à aller voir, mais quand il y en a un peu moins, c'est un petit cas assez intéressant. L'étape suivante, ce serait de faire une ACP, donc une analyse en composante principale sur les données spectrales. Sandra l'a déjà montré, donc je vais pas le faire là pour cette démonstration, mais normalement, c'est très recommandé d'aller faire une ACP sur les données spectrales pour voir si effectivement il y a vraiment des spectres qui seraient totalement aberrants, également des zones spectrales qui seraient très bruitées ou très différentes des autres. Mais je ne vais pas vous le montrer là, je vais me focuser directement sur les nouveautés du coup de Simca 17, qui est donc le Calibration Wizard ici. Donc, je vais construire mes modèles de calibration multivariés.
Donc, vous voyez ici, vous avez en fait accès à un peu un workflow étape par étape jusqu'à la fin, en fait, qui va vous permettre comment dire, de générer un ou plusieurs modèles de calibration et de choisir à la fin quel serait le plus pertinent pour modéliser le glucose. Donc, la première étape, c'est la sélection des données, bien sûr. Donc, Simca reconnaît tout de suite quel type de données j'ai pour mes variables spectrales. Donc, il l'a bien mis automatiquement. Et quelles seraient d'écrire mes variables à prédire. Donc, c'est ici, je vais choisir, du coup, j'ai une liste, j'ai accès à la liste de toutes les variables et je vais choisir le glucose. Et je vais cliquer sur suivant. Maintenant, je suis sur mes observations. Et la première chose que je vais faire, c'est du coup d'enlever mes spectres aberrants ici. Donc, je vais zoomer sur cette partie-là. Ce n'est pas forcément évident de les sélectionner autrement. C'est sélectionné tout de suite, voilà. Et je vais donc du coup les exclure de mon jeu de données de calibration. Vous voyez, ils sont grisés, ils ne seront pas, seront pas inclus dans mon modèle de calibration multivariée. L'étape suivante, c'est ensuite d'aller définir, puisque là, vous voyez, tous mes échantillons sont mis en calibration. Je vais en fait splitter mon jeu de données en deux, une partie qui servira à calibrer mon modèle et une partie qui servira à valider mon modèle. Pour ça, il y a deux façons de faire. Il y a soit une façon en utilisant des variables qui ont été définies auparavant lors de l'étape d'import, qui sont des dites secondary ID. Donc, je ne vais pas le faire ici, je vais plutôt utiliser une autre méthode qui est un échantillonnage aléatoire, dans lequel j'ai ici, par défaut, c'est 80% qui va être sélectionné, 80% de mes spectres vont être sélectionnés pour la calibration et 20% du coup pour la validation. Je clique sur OK. Ici, vous voyez que le statut a changé pour certains spectres et donc il a été mis en calibration. Je vais passer à l'étape suivante maintenant. L'étape suivante, c'est mes variables. Donc, je peux ici choisir d'exclure des domaines spectraux qui seraient peu d'intérêt ou peu informatifs. Je ne vais pas le faire ici puisque je souhaite faire ma calibration multivariée sur l'intégralité du domaine spectral. Donc, je vais continuer. Et voilà, je suis dans mon modèle, donc vraiment intéressant ici, enfin qui est crucial, je vais dire, donc qui est donc là où je vais générer mes modèles. Donc, il est splitté en deux parties, une partie donc liée au pré-traitement et une partie liée à la génération de mes modèles et à la comparaison de mes modèles. Donc, je peux choisir d'ajouter, de créer d'abord un premier modèle basé sur le pré-traitement SNV, qui est un des pré-traitements les plus classiques qu'on puisse faire. Et là, vous voyez, j'ai le avant-après application du filtre SNV. Je clique sur OK. Vous voyez ici, apparaît mon filtre SNV. Je fais Create OPLS Model. Et donc, Simca va me générer automatiquement mon modèle, mon premier modèle de calibration, dans lequel Simca calcule automatiquement le nombre de composantes à inclure dans mon modèle. Je peux évidemment avoir la main dessus, soit choisir d'en enlever, d'en remettre, d'affiner un peu évidemment mon modèle. Donc là, vous voyez, dans cette partie du module, j'ai deux modules, la calibration et la validation. Donc, si je démarre par la calibration, donc je vais avoir accès à beaucoup d'informations, notamment le graphe des scores, où ici un point représente un spectre pré-traité par le pré-traitement SNV. J'ai également accès à mes loadings, donc pour voir où se font les différences spectrales. Dans mon domaine Raman. J'ai également accès à distance to modèle qui permet de détecter si j'ai potentiellement des outliers, des échantillons un peu atypiques et aberrants. Et j'ai également des observés versus prédits, donc ici ma droite de calibration. Et à la fin, j'ai accès à des statistiques liées à la qualité de mon modèle, prédictive de mon modèle, le nombre de composants, bien sûr, le R2, le Q2 et le RMSECV, etc. Et pour la validation, la partie validation, j'ai également accès au graphe des scores. Donc ici, c'est un point de l'échantillonnage de validation et projeté sur mon modèle de calibration, ce qui permet de voir si je reste toujours dans le même domaine
ce qui est important parce qu'il ne faut pas que le domaine de validation soit hors du domaine de calibration. J'ai également accès à la possibilité de détecter les outliers et mes Y prédits versus observés. Et à la fin, j'ai accès à la RMSEP qui correspondra à l'incertitude de mesure de mon modèle. C'est des statistiques qui sont très importantes ici à regarder. Et voilà, je vais continuer donc ce cheminement, utiliser d'autres types de pré-traitements, par exemple des dérivés qui sont aussi couramment utilisés. Je vais faire une dérivée première et je fais Create OPLS Model. Et voilà, j'ai donc ici 2 modèles qui ont été générés. Bien sûr, je peux aller voir plus en détail à quoi correspond ce modèle généré par la dérivée première. Et puis, si je sélectionne 2 modèles, c'est aussi l'intérêt ici, c'est d'avoir tout de suite la comparaison visuelle des 2 modèles en termes de performance pour la calibration et pour la validation, où j'ai accès ici au Q2, donc l'habilité au modèle, l'habilité prédictive du modèle, et on veut que ce Q2 soit le plus haut possible, et on veut également que la RMFECV soit la plus basse possible. On voit ici que Simca a détecté que le modèle numéro 2, donc celui fait par la dérivée première, serait le plus pertinent, le plus performant en tout cas. Je peux également enchaîner 2 types de modèles, 2 types de pré-traitement, la SNV et une dérivée première ou seconde. Voilà, par exemple, une dérivée seconde, je la sélectionne, je clique sur OK, et là, j'ai enchaîné 2 types de pré-traitement. Et je fais Create OPLS Model. Pareil, Simca va l'optimiser automatiquement. Et donc je vois que ce n'est pas forcément le modèle le plus performant quand je compare aux autres modèles. Mais voilà, dans la grande majorité des cas aussi, l'enchaînement de 2 pré-traitements peut être très pertinent. Donc là, je vais considérer ici que j'ai probablement le modèle numéro 2 est le plus pertinent. Je peux aussi regarder évidemment en validation, où j'ai la comparaison des valeurs de RMSEP et les statistiques liées au modèle ici, évidemment, où ils m'ont dit que j'ai quand même une valeur beaucoup plus faible en RMSEP pour le modèle numéro 2. Une fois que j'ai terminé, voilà, on peut évidemment continuer à enchaîner les pré-traitements, mais je peux continuer aussi à… là, je décide de terminer voilà, mon analyse. Donc, à la fin, j'ai un résumé par modèle de type de données que j'ai utilisées, les observations qui ont été incluses ou exclues, le type de pré-traitement utilisé, etc. Et donc, je termine l'utilisation de ce Calibration Wizard. Et voilà, j'ai généré mes 3 modèles. Je vais me focuser plutôt sur le modèle numéro 2, comme vous l'avez vu, c'est celui le plus performant. Mais j'ai également accès ici, donc, dans Simca, à l'accès à la comparaison des modèles. Donc, vous voyez ici, si je sélectionne mes 3 modèles, j'ai bien encore accès aux statistiques de comparaison de mes modèles. Pareil pour le Q2 et la RMSECV, par exemple, je vais générer le graphique qui va correspondre à la comparaison de Q2 sur mes modèles. Je peux également avoir accès, parce que pour travailler un peu plus, on va dire, en précision et peut-être affiner le modèle, je vais également avoir accès, si je sélectionne mon modèle numéro 2, au graphe des scores, où je peux là aller colorier, par exemple, par rapport pas labelliser, mais colorier par rapport au numéro de bioréacteur pour voir si j'ai des groupes qui seraient dégagés, ou également colorier par rapport à des dates, par exemple. Et là, je vois que j'ai potentiellement peut-être une évolution temporelle, ou en tout cas des groupes de dates qui se vérifient. Aller voir les loadings. Donc, les loadings automatiquement, comme j'ai un projet de spectroscopie, mes loadings sont en ligne et non pas en scatterplot, ce qui me permet de voir les zones spectrales d'intérêt et éventuellement d'aller sélectionner ces zones et d'aller exclure des zones qui seraient moins pertinentes pour affiner mon modèle si on en avait besoin. J'ai également accès aux observés versus prédits, par exemple, où là, je vois ici ma droite de calibration, donc des valeurs observées versus prédites pour voir si j'ai des domaines spectraux qui sont plus intéressants que d'autres, exclure peut-être ce point qui sert vraiment le modèle, etc. Donc, continuer à affiner en fait ce modèle. Donc, vous voyez ici, j'ai gagné beaucoup de temps en fait, pour l'avoir déjà testé, de générer des modèles de calibration dans Simca dans les versions précédentes. C'était quelque chose qui était assez fastidieux. Ici, on gagne un temps considérable grâce au Calibration Wizard.
Voilà, donc j'ai fini pour ma démonstration sur cette partie numéro 2. Et on va passer aux questions-réponses. Et là, je laisse la main du coup à Sylvie. Merci Maïna, merci Sandra pour ces présentations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, nous